Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série de tutos dédiée au développement de scripts pour After Effects. Cet épisode devait sortir bien avant, je suis désolé pour cette longue attente entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Je n'ai pas pu y allouer le temps que j'aurais aimé. Cet épisode sera le dernier vraiment dédié aux bases du JavaScript, et nous allons y voir les boucles, les tableaux et les fonctions. Dans le prochain épisode, nous pourrons enfin ouvrir After Effects et rentrer dans le vif du sujet de nos tutos, à savoir le développement de scripts pour After Effects. Commençons tout de suite par les boucles. Les boucles vont nous permettre de répéter des actions, comme leur nom l'indique, d'effectuer une ou plusieurs instructions en boucle, en fonction de certaines conditions. Comme pour les structures conditionnelles vues au chapitre précédent, il existe différents types de boucles. Elles se ressemblent toutes, car permettent de répéter une action, mais vont différer de par leur structure. La première boucle que nous allons voir est la boucle while, traduite littéralement par « tant que ». La syntaxe est la suivante. Ainsi, tant que ma condition ici est vérifiée, donc qu'elle vaut true, on exécute les instructions de la boucle, qui se trouve ici. À la fin de l'instruction, on vérifie à nouveau si la condition est vérifiée, et ainsi de suite. Ainsi, si on définit une variable, var n égale 0 par exemple, on définit notre boucle et sa condition. n inférieur à 10. Comprenez donc, tant que n, qui est défini ici, est inférieur à 10, on va lancer les instructions. On incrémente n de 1. Ainsi, la boucle va se répéter jusqu'à ce que notre variable n ait la valeur 10. Pour voir un petit peu ce qui se passe, on va compléter notre instruction et ajouter la fonction alerte, pour analyser un petit peu son comportement. On va mettre la fonction alerte sur cette ligne, avant l'incrémentation, alerte n, pour afficher sa valeur. Et on va lancer l'exécution du script. n vaut 0 lors de la première itération. C'est normal car on n'a pas encore incrémenté. Puis 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. J'ai quitté un petit peu vite mais on voit que le dernier résultat affiché est 9. C'est tout à fait normal étant donné que la condition de notre boucle est que n soit inférieur à 10, et non pas inférieur ou égal. Si on avait mis inférieur ou égal à 10, la dernière valeur affichée par notre boîte de dialogue serait 10. Lors de la rédaction d'une boucle, il faut être vigilant à ce que la condition ne soit plus vérifiée au bout d'un moment. Sinon, notre script va tourner à l'infini. Si on fait par exemple var n égale 0, while n est supérieur ou égal à 0. Sur cette condition, on continue l'exécution de notre boucle tant que n est supérieur ou égal à 0. Il est déjà égal à 0, et étant donné qu'on l'incrémente à chaque itération, il sera toujours supérieur ou égal à 0. Si on lance, on voit bien ici que le script tourne en boucle. La seule solution, ici, serait d'arrêter l'exécution du script à la main. D'ailleurs, si on avait laissé la fonction alerte, on aurait été obligé de forcer ExtendScript Toolkit à arrêter. C'est donc un comportement qu'on ne veut pas infliger aux utilisateurs de notre script. Une boucle similaire à notre boucle while est la boucle do-while. La différence est que la boucle do-while va exécuter une première fois les instructions avant de vérifier la condition. Traduisez littéralement do-while par faire tant que. On va en voir la syntaxe au travers d'un exemple. D'usage, on écrit le while après le crochet de fermeture des instructions. Par contre, il est très important de ne pas oublier le point-virgule après le while. Ici, on voit donc que notre variable n prend la valeur 1 avant d'être vérifiée par le while. Maintenant, voyons la boucle for, qui est la boucle que vous avez certainement le plus utilisée. En voici la syntaxe. À première vue, elle ne doit pas vous donner très envie. Et pourtant, cette boucle est très simple d'utilisation. 3 choses sont à définir au sein de la boucle. D'abord, l'initialisation. Ici, l'initialisation, c'est i égale 0. Par usage, on utilise la variable i au sein d'une boucle. I pour itération, à savoir nombre de fois où on exécute la boucle. Ensuite,
vient la condition pour exécuter la boucle. Donc, si i est strictement inférieur à 5. Enfin, on incrémente i. Donc, on définit la valeur de i, on vérifie la valeur de i, puis on incrémente à chaque tour. Si on lance l'exécution, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Bien sûr, on peut initialiser i avec la valeur de son choix. On pourrait mettre 1, on pourrait mettre 10, ou même une valeur négative. On peut également utiliser la condition de son choix. On pourrait par exemple écrire on définit une variable qui s'appelle selectedLayers, qui correspondrait au nombre de calques sélectionnés dans After Effects par exemple. Puis on demande à notre boucle d'effectuer une action pour chacun de ces calques. Ici, l'action effectuée serait donc d'afficher le calque numéro temps est sélectionné. Ainsi, le calque 1 est sélectionné, le calque 2 est sélectionné, le calque 3 est sélectionné. On pourrait très bien donner une instruction ici de renommer le calque, ou de bouger sa position. Si on voulait par exemple modifier la valeur d'incrémentation, on pourrait par exemple ne vérifier que les calques impairs. Pour cela, on marquerait i plus égale 2. Étant donné que notre première itération commencerait à i égale 1, et qu'on augmente de 2 à chaque fois, on n'aurait que les calques impairs. 1, 3, etc. Bref, on est libre de manipuler les conditions de notre boucle. Il nous est possible de sauter une itération en fonction d'une condition. Pour cela, on peut utiliser l'instruction continue. L'instruction continue va en fait nous permettre de sauter un tour. À savoir, on place une condition, donc si i vaut 2, on lance continue. Sinon, on utilise notre alerte classique. 0, 1, 3. Vous voyez qu'ici, on a sauté l'itération numéro 2. Enfin, il nous est possible de stopper la boucle en fonction d'une condition. Pour cela, à la place d'utiliser l'instruction continue, on va utiliser l'instruction break. 0, 1, et roulement de tambour, l'exécution du script s'est arrêtée. Avant de passer à la suite, deux petites précisions par rapport aux boucles. Sachez que pour une boucle comprise dans une boucle, donc un premier for suivi d'un second, il est d'usage de changer la valeur de i, pour j par exemple. On pourrait donc écrire j, j, et j, pour ne pas créer de confusion. Pour une troisième qui serait comprise ici, on écrirait k, et ainsi de suite. C'est une convention, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Enfin, j'ai appris il y a peu, grâce à Duduf encore une fois, qu'ExtendScript évaluait à chaque itération de la boucle la variable de la condition de celle-ci. Certains langages, plus optimisés, évaluent la possibilité que la variable de la condition puisse changer au cours de l'exécution de la boucle. Si ce n'est pas le cas, la variable de la condition ne sera évaluée qu'une fois. Dans le cas d'ExtendScript, la variable de la condition est évaluée à chaque itération. Pour optimiser notre code, on pourra donc écrire voilà. Alors en fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une variable, selectedLayers, égale n. Ainsi, on dit à notre boucle que n ne changera jamais au cours de l'itération. Et donc, i est inférieur ou égal à n. Étant donné que l'intérêt de nos boucles est de répéter une ou plusieurs actions, il peut être intéressant de stocker plusieurs valeurs. Actuellement, on ne peut stocker qu'une seule valeur au sein d'une variable. Pour cela, nous allons donc utiliser les tableaux. Un tableau, nommé array en anglais, n'est autre qu'une variable. Var mon array égale. Cet array a la syntaxe suivante. On utilise des crochets. À l'intérieur de ces crochets viendront les différentes valeurs de notre tableau. On aura donc une première valeur, ma valeur 1. Je vais copier. Puis ma valeur 2. Chaque valeur étant séparée par une virgule. Là, on n'a aucune contrainte, on pourrait mettre deux valeurs comme on pourrait en mettre 300. Ici donc, mon array a deux valeurs, ma valeur 1 et ma valeur 2, qui sont des strings. Mais elles pourraient tout à fait être de type number, boolean ou autre. Comme pour une variable classique, les tableaux sont dynamiques. Ils peuvent contenir des valeurs de types différents
et peuvent changer au cours de l'exécution du script. Pour classer les éléments de notre tableau, et pour pouvoir les utiliser, l'array va utiliser plusieurs indices, nommés index. Cet index commence toujours à 0. Ainsi, l'index 0 contient ma valeur 1. L'index 1 contient ma valeur 2, et ainsi de suite. Voici donc une array avec quelques valeurs de plus. Et voici son tableau correspondant. Pour aller chercher la valeur d'une variable, on écrirait mon array 2. Cette instruction viendrait chercher la valeur d'index 2 de notre tableau, donc 45. On écrit alerte, mon array 2, 45. On peut connaître la taille de notre tableau en utilisant la propriété length. Ainsi, alerte, mon array point length affichera la valeur 11, car nous avons 11 valeurs dans notre tableau. Il nous est également possible de modifier la valeur d'un item. Ainsi, mon array 5 égale true remplaça la valeur d'index 5 par true. On peut également ajouter un élément en fin de tableau avec la méthode push. Si on écrit mon array.push, salut, alerte, mon array.length, on est passé à 12. On peut également ajouter un élément en début de tableau avec la méthode unshift. Mon array.unshift. On va mettre la valeur true pour le coup. Notre tableau ici passe à 13. On peut supprimer un élément en fin de tableau avec la méthode pop. Mon array.pop, qui n'a pas besoin d'argument étant donné que ça sert à supprimer la dernière valeur du tableau. Et vous l'aurez deviné, on peut également supprimer un élément en début du tableau avec la méthode shift. Mon array.shift. Et on se retrouve bien avec nos 11 valeurs. Il existe tout un tas de méthodes possibles, comme inverser un tableau, le trier, etc. Je vous invite à regarder des documentations telles que la documentation de Mozilla pour en prendre connaissance. Vous en trouverez un lien en description de cette vidéo. On va maintenant utiliser la boucle for, vue précédemment, pour parcourir un tableau. On va donc écrire for var i, pas besoin de i égale 0, i mon array.length i++. Alerte mon array je vais retirer tout ça. Tac. On va donc, ce que vous dit notre boucle ici, et d'ailleurs si on voulait faire les choses proprement comme je vous l'ai dit précédemment, écrire n égale mon array length, mon array.length, on va donc, pour chaque item du tableau, donner la valeur correspondante à l'index en cours d'analyse dans l'itération. Première valeur, ma valeur 1, ma valeur 2, 45, true, 7, ma valeur 6, coucou, after effect, 10, false. Vous croyez donc bien à quel point les boucles et les tableaux vont être intéressantes pour nous. Maintenant que les boucles et les tableaux sont acquis, passons aux fonctions. Nous avons déjà croisé quelques fonctions jusqu'à présent. Des fonctions comme alert, parse int, write, etc. qui sont des fonctions natives et qui ont un rôle bien précis.
Sachez qu'il est possible d'écrire nos propres fonctions. Pour écrire notre fonction, voilà la syntaxe. On commence par le mot-clé fonction. Puis le nom de notre fonction, ses arguments, le code de la fonction, et on ferme le crochet. Le premier mot-clé, function, nous permet de déclarer la fonction. Il marche exactement comme le mot-clé var pour définir les variables. Ici donc, ma fonction est le nom de notre fonction. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Bien sûr, gardez en tête encore une fois de faire quelque chose de clair, logique et compréhensible. Les arguments, écrits entre parenthèses et séparés par une virgule, vont nous permettre de donner des informations à la fonction. Reprenons l'exemple de la fonction alerte. Son premier argument était le message, le second le titre, le troisième l'affichage ou non de l'icône d'erreur. Enfin, entre les accolades, viendront les différentes instructions qui constitueront le code à exécuter par notre fonction. On va appliquer à notre syntaxe un exemple concret. On va faire une fonction qui va s'appeler par exemple multiplication, qui prendra comme argument number 1, number 2. On souhaite que notre fonction affiche une boîte de dialogue avec le résultat de la multiplication, n1 fois n2. Écrire ça ne suffit pas. Si on laisse notre fonction telle qu'elle, lors de l'exécution du code, il ne va rien se passer. Pour lancer notre fonction, il faut l'appeler multiplication, de la même manière qu'on écrirait alerte par exemple. Entre arguments, entre parenthèses, on viendra mettre les arguments. Mon premier number, virgule, mon second number. Maintenant, si on lance notre script, le fait d'appeler ici la fonction multiplication va exécuter le code qui se trouve à l'intérieur. Ici, on a bien alerte de script, résultat 40. Grâce à ce petit exemple, on peut facilement imaginer la puissance des fonctions et leur intérêt. Bien sûr, on ne va pas se contenter de faire une fonction de multiplication, ça ne sert strictement à rien. Sachez qu'il est possible de retourner une valeur directement issue de la fonction, comme c'était le cas avec les fonctions natives prompt ou parsefloat par exemple. Pour cela, nous allons utiliser au sein du code de notre fonction une instruction qu'on va découvrir qui s'appelle l'instruction return, suivie de la valeur à retourner. On va retirer ici notre boîte de dialogue et on va écrire return, et on va refaire notre multiplication, n1 multiplié par n2. Ici, l'exécution de notre fonction va nous retourner une valeur. On peut donc écrire alerte, multiplication, 2, 3 par exemple. Hop. Ici, le résultat retourné est 6. Comprenez bien la subtilité entre les deux choses que l'on vient de voir. Précédemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on affichait une boîte de dialogue directement dans la multiplication. Et donc le fait, dans la fonction. Et donc le fait d'appeler la fonction nous lançait une boîte de dialogue. Alors qu'ici, la fonction nous retourne simplement un chiffre. C'est très important. Il nous sera donc tout à fait possible de stocker la valeur issue de la fonction dans une variable. Si on écrit result, il faut d'abord définir la variable var result égale multiplication 2, 3. Et qu'on affiche notre résultat. Le résultat affiché est bien 6. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à ce que je disais précédemment, si ici on retourne le return, la fonction n'aura plus pour but de nous renvoyer une valeur. Ainsi, si je lance l'exécution du script, on aura le résultat undefined, parce que l'exécution se sera faite, mais on ne demande pas à la fonction de nous extraire une valeur. Donc l'instruction return est vraiment très importante. Sachez que l'instruction return mettra fin à l'exécution du code de la fonction. Si vous avez des instructions à la suite d'un return, elles ne seront tout simplement pas prises en compte. Si j'écris ici une boîte de dialogue, je peux écrire ce message ne s'affichera jamais, car on a l'instruction return qui se trouve ici. On peut essayer. On a bien le résultat 6, et c'est tout. Return stop l'exécution du code. De plus, si vous ne spécifiez aucune valeur après return,
on aurait alert du script undefined, parce qu'il va bien faire la multiplication, mais ne retourner aucune valeur. Enfin, sachez qu'on ne peut retourner qu'une valeur par itération de fonction. On pourrait par contre éventuellement tricher en utilisant les tableaux, array, vus précédemment pour y stocker différentes valeurs. Pour le plaisir, on va aller un petit peu plus loin, et on va réaliser une fonction qui va nous calculer l'aire d'un cercle. Pour cela, on définit d'abord la fonction. Fonction R cercle, qui prendra comme argument le rayon du cercle, que l'on va demander à l'utilisateur de renseigner. On ouvre les crochets, on ferme les crochets, et donc le code sera de calculer notre rayon. Pour cela, on va stocker le résultat de l'opération dans une variable. On va donc écrire var result égale math.pi, qui est une fonction native de JavaScript, tout simplement le chiffre pi, qu'on va multiplier par rayon au carré. Voilà, donc ça c'est notre résultat. On va ensuite écrire return result. On va essayer notre script en écrivant alerte R cercle et on va mettre un rayon de 2. Notre script se lance bien et calcule le rayon. C'est un petit peu compliqué, on va essayer de se contenter d'arrondir. Pour arrondir, on va utiliser une fonction qui s'appelle fixed. On va donc écrire une seconde variable, var fixed result égale result, donc notre variable, et la fonction toFixed. Cette fonction prend comme argument le nombre de chiffres que l'on veut après la virgule. Ici, on va mettre 2. Un 0, logiquement, serait un nombre entier, 1 serait un nombre à virgule avec un chiffre, 2 avec 2 chiffres, etc. Si on relance notre fonction après avoir remplacé par fixed result ici, on aurait bien 12,57, arrondi au-dessus. On souhaite plutôt avoir une phrase. Donc dans notre return, on va pouvoir marquer le cercle a une aire de plus fixed result plus centimètres carrés. Maintenant, si on lance notre fonction, le cercle a une aire de 12,57 mètres carrés. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est demander à notre utilisateur quel est le rayon du cercle en centimètres. Pour cela, on va utiliser notre fonction prompt. En message, on va lui demander quel est le rayon du cercle en centimètres. En second argument, c'est la valeur par défaut, on va y mettre 0. Et en titre, on va mettre calcul de l'aire d'un cercle. On va stocker le résultat de ce prompt dans une variable. On va marquer var rayon utilisateur égale prompt. Si vous vous souvenez bien, la fonction prompt nous retourne une valeur de nature string. On va donc marquer ici rayon utilisateur string. Puis on va convertir cette donnée var rayon utilisateur en valeur number. Donc parse float rayon utilisateur. Ainsi, si on écrit R du cercle ici, rayon utilisateur, on devrait avoir la valeur renseignée par l'utilisateur de le cercle a une aire de not number centimètres carrés. Alors, pourquoi? Ah oui, c'est tout à fait logique. Parse float string. Parce qu'ici, la valeur qu'on veut parser, c'est cette valeur ici. Ce qui est logique. 2. On a bien le cercle à une aire de 12,57 cm². Enfin, on pourrait tomber sur un petit utilisateur filou qui nous mettrait par exemple une valeur négative. Ce qui ne nous va pas. Ou il pourrait nous marquer
cette valeur. Ce qui doit retourner forcément not a number. On va donc utiliser un if else dans notre fonction. If. Ce qu'on va demander du coup, c'est que notre rayon soit un number et soit supérieur à 0. Donc, type of rayon soit de nature et de type number, et que rayon soit supérieur à 0. Si c'est le cas, donc si notre rayon est bien un number et que notre rayon est supérieur à 0, on va lancer ce bout de code. Sinon, on va renvoyer une autre valeur qui sera return, petit problème d'espace, merci de renseigner un nombre positif. Hop, on va lancer l'exécution de notre fonction, on va essayer, 10 correspond bien, donc il va nous calculer l'aire du cercle, et si on écrit autre chose, merci de renseigner un nombre positif. Notre code fonctionne comme prévu. Maintenant, nous allons parler des variables. Sachez qu'il existe plusieurs niveaux de variables. Une variable de niveau 0 sera dite globale, c'est-à-dire qu'elle est à la racine de notre code. Donc var ma variable égale 0 par exemple. Voici une variable globale. Elles seront donc fonctionnelles sur toutes les parties de notre code. Les autres variables que l'on peut rencontrer sont dites locales. Elles peuvent être de niveau 1, de niveau 2, ou même bien plus. Ça va dépendre de la structure de notre code. En fait, ce sont tout simplement des variables qui seront comprises dans des blocs. Voici un petit exemple de variable locale. Function, mon nom, qui va prendre comme argument name, name égale Gustave, on va afficher le nom, alert name, et on va lancer l'exécution de la fonction. Mon nom, hop. Ici, on a bien l'alerte de script qui nous retourne Gustave. La variable name est donc une variable locale de niveau 1. Elle ne sera effective qu'au sein de la fonction. Pour illustrer mon propos, on va écrire alert name, qui devrait tout simplement, logiquement, nous afficher la valeur de la variable qui s'appelle name. Ici, name n'est pas défini. Tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, que name est défini au sein de la fonction. Elle ne sera donc pas disponible en dehors de cette fonction. Dans le cas de l'utilisation d'une variable locale du même nom qu'une variable globale, c'est la variable locale qui prendra la priorité au sein de la fonction. Ainsi, si on écrit var name égale Bertrand, et qu'ici on lance la fonction mon nom, la valeur qui nous sera retournée sera Gustave, car elle prend la priorité. Vous voyez que nous avons utilisé le mot-clé var pour la définition de la variable globale, ce qui n'est pas le cas de la variable locale. En fait, c'est uniquement parce que la variable locale, name, a été définie en argument de la fonction. Elle est donc déjà définie, il n'y a pas besoin de la redéfinir. Ainsi, si on voulait déclarer une variable locale qui n'est pas un argument, il faudrait utiliser le mot-clé var. Var name2 par exemple. Michel. Bien sûr, ce qui est logique, c'est que, ici, ma variable name, étant donné que cette alerte n'a aucun rapport avec la fonction, la variable name ici prendra le nom Bertrand. Et la valeur retournée par la fonction prendra la valeur name ici qui est Gustave. Première, Gustave, seconde, Bertrand. Alors voilà pour les fonctions.
On aurait pu aller plus loin dans les explications et voir des choses supplémentaires que les fonctions anonymes par exemple, mais je vous laisse faire les curieux et vous renseigner. Cela vaut pour toutes les choses que nous avons vues jusqu'à présent. Nous avons fait le tour des bases du JavaScript, et vous avez maintenant assez de connaissances pour qu'on puisse l'utiliser au sein d'After Effects. Avant de conclure, je voulais vous parler d'une instruction qui n'est pas vraiment considérée comme une instruction basique du JavaScript, mais que vous trouverez certainement très utile. Il s'agit de l'instruction try catch. Cette instruction va regrouper toutes les instructions à exécuter et nous retourner une réponse si une de ces instructions provoque une exception. On va surtout l'utiliser pour débugger notre script et trouver d'où vient une erreur. Typiquement, si on appelle une fonction qui n'existe pas, ma fonction, ExtendScript Toolkit va nous renvoyer l'erreur en nous disant que ma fonction n'est pas une fonction. Tout simplement. On se rend bien compte que cette erreur provoque l'arrêt du script. Si, à la suite, j'écrivais une boîte de dialogue, la boîte de dialogue n'est pas affichée. Pour pouvoir gérer notre erreur, on va donc utiliser le try catch. Donc pour cela, try, ouvrez le crochet, ma fonction, on ferme le crochet, catch, error, je vais vous expliquer le catch juste après. Ici, si on lance, ma fonction n'est pas définie, pourtant on a quand même notre boîte de dialogue alerte qui est ouverte. En fait, try va tenter d'exécuter le code qui se trouve ici. S'il rencontre une exception, donc une erreur, il va stocker cette erreur avec le catch. Cette erreur, on l'appelle error ici. On va donc pouvoir écrire alerte, le script a rencontré une erreur, de point. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement affiché une boîte de dialogue avec la phrase « Le script a rencontré une erreur ». Ça, on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Anti/n va tout simplement permettre de sauter une ligne. Plus error, donc on va venir afficher l'erreur qui a été enregistrée. Si on lance l'exécution du script, on voit bien qu'on a une première alerte. Le script a rencontré une erreur, donc qui est notre phrase ici. Saut de ligne. Erreur de référence, ça c'est le titre de l'erreur. Ma fonction n'est pas une fonction. Et ensuite, on a bien l'exécution de notre boîte de dialogue à la suite. Alors en revanche, si notre boîte de dialogue ici était placée à la suite de la fonction, elle ne va pas afficher étant donné que mon exception va provoquer l'arrêt de l'exécution de ces instructions. Maintenant, libre à nous de jouer avec les propriétés de l'erreur pour afficher le message qu'on souhaite. On pourrait par exemple écrire, ici, erreur de type plus error.name pour afficher le nom de l'erreur, plus anti/n pour double saut de ligne, plus error.message, plus anti/n à la ligne. Décidément, j'ai mal à écrire aujourd'hui. À la ligne plus error.line pour avoir un message d'erreur qui serait des plus complets. On va essayer. Erreur de type référence error. Ma fonction n'est pas une fonction à la ligne 2. Et on voit bien donc que notre problème vient de la ligne 2. Voilà, c'est une fonction try-catch qui peut être vraiment très utile pour vous permettre de débugger votre script. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce chapitre. Je vous invite vivement à aller sur le site développeur de Mozilla, sur lequel vous trouverez tout un tas d'informations sur le JavaScript. Vous pourrez approfondir vos connaissances et surtout l'utiliser comme support de développement. Si on prend comme exemple l'array, pour lequel je vous conseille de venir faire un tour déjà sur ce site, on peut voir ici la page consacrée à l'objet array, avec tout un tas d'exemples. Toutes les méthodes qui sont applicables, les propriétés, etc. Vous pouvez faire les curieux, par exemple le push, qu'on a vu tout à l'heure. La méthode push ajoute un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau et retourne la nouvelle taille de tableau, avec plusieurs exemples.
Voilà, vous aurez vraiment tous les éléments dont vous aurez besoin pour approfondir vos connaissances. Je vous conseille également ce site, qui sera votre petite mine d'or pour le développement de scripts pour After Effects. Vous verrez, pendant le prochain épisode, on va beaucoup l'utiliser. C'est le site qui regroupe toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre en favori, car vous irez dessus à chaque fois que vous voudrez faire un script, ça c'est sûr. Vous allez trouver une seule page qui vous intéressera pour le moment, et qui sera celle-là, qui sont les bases du JavaScript, que vous pourrez commencer à comprendre. Vous y retrouverez notamment les différents opérateurs, etc. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui devrait arriver assez rapidement, et qui devrait beaucoup plus vous intéresser, étant donné qu'on va commencer à ouvrir After Effects. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.